Bonjour Anna, bonjour Jacqueline, bonjour Sébastien, Joël, Christiane, Marie-Claire, Daniel, Karen, MDBel. Bonjour à tous. Je suis heureux de vous accueillir d'une certaine manière à la Maison de la Francité à travers ces fenêtres magiques de l'Internet. À votre manière, c'est aussi vous, quelque part, qui nous recevez chez vous. Je suis très content d'inaugurer ce premier dîner littéraire digital. C'était vraiment une volonté de la part de la Maison de la Francité de ne pas arrêter nos activités, de se réinventer. Et comme on en a probablement encore pour quelques semaines, peut-être même pour quelques mois, voilà, on ne voulait pas d'une maison vide et d'une maison morte. Et donc, on a décidé d'envahir les vôtres, d'envahir celles de nos invités. Nous accueillons pour ce premier dîner littéraire digital deux autrices, Astrid et Anna. Le dîner sera animé par Nicolas Bogaerts. Je fais un petit clin d'œil à Ronnie de Massonnaire pour les habitués des dîners littéraires à la Maison de la Francité. Cette idée d'inviter Astrid et Anna aujourd'hui était à la base une idée de Ronnie de Massonnaire, mais Ronnie est quelqu'un qui est résolument ancré dans la convivialité du réel et il était moins à l'aise avec ce que peut offrir de convivial une réunion virtuelle via Zoom. Il a donc préféré laisser la possibilité à Nicolas Bogaerts d'animer ce premier dîner littéraire. Et j'en profite pour le remercier. Deux petits mots sur la manière dont ça va se passer en pratique. Comme les réunions Zoom, certains en ont beaucoup et ceux qui pratiquent Zoom savent qu'au bout de quelques temps, la fatigue s'installe. Nous avons décidé de limiter la première partie de l'animation littéraire à une quarantaine, une cinquantaine de minutes, au bout desquelles nous vous passerons une petite entracte littéraire en vidéo, ce qui vous permettra de déballer le plateau repas qui vous a été livré de main de maître cet après-midi, de rassembler les couverts et de commencer à avaler les premières bouchées. Au bout de 10 minutes d'entracte, eh bien, nous reprendrons la parole et nous vous la donnerons. Vous aurez la possibilité de poser toutes les questions que vous désirez, exactement comme ça se passe lors des dîners littéraires à la maison. Il suffira de lever la main et Nicolas vous donnera la parole pour poser la question et Anna et Astrid y répondront très volontiers. Ça durera le temps qu'il faudra, le temps que les yeux commencent à pétiller ou à se fermer. Et nous devrons vous laisser de toute façon vers 9h30, couvre-feu oblige, puisque les quelques-uns qui sont restés dans l'équipe de la Maison de la Francité devront penser à rester chez eux sans se coltiner une amende pour ne pas avoir respecté les règles du couvre-feu. Voilà, j'espère que cette soirée se passera bien. Je sais que le repas sera excellent, puisque ce n'est pas moi qui l'ai fait ce soir. J'en profite pour remercier Christophe Lagadec, qui est le chef étoilé du Traiteur Papillon, qui vous a concocté tous ces différents petits plats variés pour égayer votre soirée que nous allons passer ensemble aujourd'hui. Voilà, je laisse la parole à Nicolas et je vous souhaite une excellente soirée. À tout à l'heure. Merci Donald, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci à toutes et tous d'être là aujourd'hui, de faire cette expérience un peu singulière, de se rapprocher à distance. Merci Donald Georges, merci Gia Daviano de la Maison de la Francité d'avoir mis en place cette soirée de rencontre. Merci à William Vergati aussi pour la réalisation de cette réunion sur Zoom et l'assurance de sa fluidité. Merci à Anna Yanoglou et à Astrid Chaffrinjon de donner de leur temps, de leur présence, après nous avoir donné
leurs mots dans deux ouvrages absolument magnifiques. Le fil des traversées chez Gallimard pour Anna Yanoglu et Je ne chasse pas sur mon territoire aux éditions Éléments de langage pour Astrid Chaffrinjon. Alors, pour directement rentrer dans la matière, je me propose, après je vous promets, je parlerai un tout petit peu moins. Je voulais simplement lire un passage de chacun de ces ouvrages pour lancer ces discussions. Je vais commencer par un court passage du recueil de poésie d'Anna. L'appel. Un coup au cœur, un coup à l'estomac, la peur m'empoigne, amuse-toi. Tant que tu veux, ma résolution domine. Que je renonce maintenant toute ma vie un trou béant et je veux voir, devenir l'étrangère et être toute à l'étranger. Jamais je ne construirai là où je me suis assemblé. Pourquoi construire, même quand on peut vivre et se guider au battement que l'ailleurs a précipité. Fugue. Un taxi en forêt, la maison de tes hôtes cachés, si profond qu'ils ne vous trouvaient pas. Au retour, le sourire du chauffeur face à ton russe incontinent. Des chaos dans la langue, l'ivresse ou bien la nuit, tu t'ébrouais dedans. À la périphérie, une toccade. Descendre là, loin, avant l'arrivée. Prendre ta rue par l'horizon, laisser venir le familier. Une clameur au croisement couvrit le claquement de tes pas. Un flot de jeunes, gorge offerte, fendait la nuit par le milieu, charriant voyelles et chuintements, t'enveloppèrent dans leur intimité. Alors, ce sentiment en atteignant ton nid, de l'impossible du quartier natal, au traversé sans peur, la joie de l'improbable. Extrait à présent du livre d'Astrid Chaffrinjon. Je crois, moi, que la chute n'est rien d'autre qu'une mesure de notre ignorance. Elle nous précipite vers l'inconnu et donne a posteriori une couleur à la chorégraphie de nos danses. J'étais tellement agité que j'allais casser. Peut-être qu'à force de m'agiter, j'étais en train de passer d'un état solide à un état gazeux. Il se peut aussi que je me sois préparé encore une fois à rebondir, induire une courbure dans l'espace-temps pour changer de direction. Je suis peut-être trop souple. J'aurais pu sombrer dans la mélancolie. On dit que les personnes mélancoliques ont tendance à être sereines face à une catastrophe, qu'elles se laissent glisser, couler et fondre dans le danger. Vous la voyez, cette planète qui vient nous percuter de front, eh bien, laissez-la s'immiscer au plus profond. Je ne sais pas à partir de quand j'ai commencé à voir les choses autrement, dans le déplacement, à me poser d'autres questions. Peut-on amener un corps à se mouvoir vers un lieu autre que son lieu propre? C'était tentant cette proposition et je n'avais pas d'autre solution. J'avoue que je n'y ai vu que des avantages, je n'ai pas pensé au pire. Et maintenant, je sais que si on amène un corps à changer de territoire, son mouvement sera violent et d'une certaine manière contre nature. Mais l'idée du pire ne m'avait même pas traversé. Laissez-moi le temps de vous expliquer. Astrid et Anna, j'ai traversé personnellement vos ouvrages comme une grande marche avec ses rythmes différents. Je parle de marche parce que je suis un grand marcheur et donc c'est vraiment l'impression que ça m'a donné. Donc il a été question de voyage pour moi, effectivement, voyage intérieur, mais aussi voyage géographique, de par les changements géographiques que nous proposent vos textes. Dans la notion de voyage, je vois moi aussi une notion d'extraction personnellement, extraction d'un milieu, et la littérature, est-ce autre chose qu'une extraction d'un vécu, d'une expérience, d'une observation, transformée en mots. Donc moi j'avais envie peut-être quelque part de commencer, Anna par exemple, à vous poser la question de l'extraction des mots et de l'extraction d'un terreau familier qui parcourt quelque part votre recueil. Je n'ai pas compris la question. La double notion d'extraction, pour moi, on s'extrait quelque part de son milieu quand on voyage, quand on fait des pérégrinations comme vous les avez faites. Et l'extraction, c'est aussi un processus d'écriture, puisqu'on extrait une matière quelque part. J'avais envie de voir, pour vous, qu'est-ce que ces traversées vous ont proposé comme extraction? Bah, plutôt qu'une extraction, une consolidation de soi.
le premier mouvement du départ, oui, c'est vraiment s'extraire de. J'espère que mon son est bon, en fait. S'extraire de. Plutôt que son milieu, en tout cas, les pesanteurs familiales, les pesanteurs même de son propre pays. Et, et après, les mots, enfin, pour moi, l'écriture, ça peut sonner très, très pédant, mais c'est un phénomène tellement naturel que je suis pas là, ah oui, il faut que je prenne quelque chose, ça. C'est plutôt, enfin, le premier mouvement, moi, dans la poésie, dans l'écriture poétique, ça change maintenant parce que je vieillis. Mais au début, c'était vraiment célébrer. Au début, c'est vraiment le côté chanter et célébrer le moment ou célébrer une vision ou célébrer. Et donc, après, plutôt que d'extraction, il y a aussi ce mouvement de creuser pour comprendre. Donc, il y a certains poèmes qui sont un peu comme des explorations où je reviens sur le moment et j'essaie d'en tirer quelque chose qui m'a frappé sur le moment, mais que j'ai pas compris. Donc, j'essaye. Et, et voilà, et de graver ça dans quelque chose de très périssable qui est le livre, mais quand même. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci Astrid. Sur ce double sens de l'extraction, peut-être aussi une autre explication ou une autre expérience. Alors, une expérience voilà, un peu différente dans le sens où, pour moi, l'écriture, c'est justement vivre tout ce que je ne vis pas habituellement, même si le voyage fait partie de ma vie personnelle, mais en tout cas, l'incarner à travers des personnages qui sont très éloignés de moi. Et je pense que c'est important de le dire parce que c'est un roman qui est écrit à la première personne. Donc évidemment, tout le monde cherche l'autrice derrière cette première personne, alors que l'autrice, elle est dans la description aussi d'une chaise ou bien d'une table ou d'un événement auquel elle a assisté. Et donc, on s'extrait, oui, je crois, en tout cas moi, en tant qu'autrice, de ma condition pour aller vivre des expériences multiples. Et là, du coup, la narratrice aussi, hein, dans le roman, elle s'extrait de son pays qu'elle va fuir. Et s'extraire, c'est aussi tenter, mais souvent recommencer exactement la même chose, mais ailleurs et dans d'autres conditions qui vont être plus violentes, puisque finalement, elles ne sont pas familières. Mmh. Donc, le parcours de cette narratrice qu'on voit évoluer sur plusieurs années, sur plusieurs territoires, c'est aussi une extraction parce qu'elle pense qu'elle a besoin d'aller ailleurs pour vivre et pour se réaliser. Et finalement, elle est toujours confrontée aux mêmes problématiques. Et la première problématique étant celle d'être une femme sur un territoire qui n'est pas le sien. Et voilà, donc c'était important de le poser comme ça. Et là, il y a aussi peut-être une troisième lecture polysémique, c'est que la narratrice écrit depuis la prison. Donc pour elle, parler à la première personne, c'est aussi s'extraire de cet environnement où elle est enfermée. J'ai enseigné en prison il y a quelques années et j'avais été marquée par le récit que faisaient les détenus des raisons de leur incarcération. Ce sont en général de grands romanciers. Ils tournent autour d'un point aveugle qui est la véritable raison, hein, qui est le délit, le crime qui a été commis, pour aller chercher très loin dans l'espace et le temps les raisons qui les ont conduits là. Et ils ont besoin de s'extraire finalement de la prison pour aller sur les traces du passé et pour s'imaginer et se projeter dans un futur. Et là, la narratrice aussi. C'est pour ça elle a besoin de réanimer le passé pour justement tenter de faire vivre un futur possible. C'est un processus à rebours alors qu'elle prend. Elle prend son histoire à rebours, elle la rembobine pour la raconter. Oui, elle la rembobine pour la raconter parce qu'il faut aller chercher à la jeunesse finalement. Pour comprendre, c'est comme ça en tout cas qu'elle le perçoit, pour tenter effectivement d'expliquer, parce que quand tu as lu le passage, c'est ça, elle demande, donc je laisse au possible lecteur découvrir à qui elle le demande, mais la possibilité de s'expliquer, et il faut commencer par le début.
Et le début, c'est quelque part le départ du paradis, de l'Éden. Il y a vraiment une expulsion d'un endroit où elle est née, de sa propre culture, puisqu'elle est espagnole, et elle est expulsée. On verra comment et pourquoi de ce lieu-là, et elle commence une pérégrination, une grande pérégrination, où elle va passer son temps à se chercher et presque jamais se trouver. Anna, pour votre part, vos textes aussi sont écrits dans un ailleurs, dans un autre territoire. On est là, notamment au bord de la Baltique, notamment en Lettonie, je pense. Qu'est-ce En que... Lituanie. En Oui, Lituanie, pardon. Pas en Lettonie. J'ai mal lu mes notes, pardon. honnête. Je peux vous demander qu'est-ce que vous faisiez là? Qu'est-ce qui vous a inspiré autant dans cet horizon-là? Je suis partie là-bas sur un malentendu, c'est-à-dire que j'avais étudié le russe à l'université. J'étais allée vivre, enfin non, c'est pas vrai. J'avais passé des étés en Russie. J'avais pu éprouver la dureté de la vie là-bas. J'avais très vite compris que j'allais pas supporter si j'allais vivre là-bas longtemps. Et après avoir passé une autre qualification pour devenir professeur de français langue étrangère, j'ai consulté ce site qui fait rêver le monde, qui s'appelle françaislangueétrangère.fr, où on voit des annonces pour à peu près le monde entier, Acapulco, etc. Et je vois Vilnius, Lituanie, et dans ma ma connaissance très très limitée de tous ces pays qui bordent la Russie, je me dis oh bah tiens, les Russes ils ont vécu, enfin ils les ont occupés en fait. Bon, il y en a pas mal qui sont restés là-bas, ce sera un peu comme la Russie mais en moins dur. Et donc je vois une annonce pour Vilnius, waouh, donc je fonce. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une idée reçue d'une débilité profonde. Les Lituaniens sont Lituaniens, bien sûr, ils ont été occupés par les Russes et ça leur a laissé des traces, mais c'est une culture à part entière, quoi. Et bon, j'avais pas perdu au change parce que c'est pas un peuple qui s'approche facilement, mais finalement, voilà, on apprend à les aimer. Et après, j'ai passé un concours pour Wallonie-Bruxelles International et là, je n'ai pas choisi. Et on m'a envoyée en Estonie parce que bon, c'était pas loin et puis il y avait un poste qui se libérait, donc voilà. Et là, du coup, il y avait plus vraiment ce mouvement personnel. J'ai un peu subi, enfin voilà, en même temps, ça m'intéressait aussi. Et là, j'ai pu constater ce que les Lituaniens m'avaient dit. Donc, faut savoir, la Lituanie, c'est le plus au sud des 3 pays baltes. Et quand je leur ai dit, ah bah finalement, l'année prochaine, je vais en Estonie, ils m'ont dit, oh là là, mais tu vas voir, ils sont froids, les Estoniens. Et je leur ai dit, non mais, vous, là, les glaçons, vous me dites qu'ils sont froids, les Estoniens? Et ils me disent, oui, mais attends, nous, on est les Lituaniens, on est les Italiens des pays baltes. Nous, les Lituaniens, on est les plus chaleureux. Je rigole bien. Et j'arrive là-bas en Estonie, je passe quelques mois. Et là, je me dis, punaise, ils avaient raison, quoi. Et je reviens en Lituanie pour aller voir des copines. Et j'avais vraiment l'impression de revenir, même pour l'architecture, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de choses d'églises baroques, etc. J'avais l'impression de revenir vraiment dans une Europe beaucoup plus méridionale que ce que c'était. Donc voilà, les 3 stades du glaçon. Je pense que le glaçon suprême, c'est la Finlande. Ça, Astrid peut en parler. Mais c'est très sympa, hein, mais waouh pour briser la glace. Oui, parce qu'Astrid aussi, vous avez séjourné en Finlande, comme votre personnage. Oui, voilà, j'ai séjourné en Finlande à l'occasion d'une résidence d'écriture parce que j'avais participé aux 100 ans de la Finlande. Et j'ai appris, comme vous tous ici maintenant, je vais vous l'apprendre, qu'en 2017, la Finlande a eu 100 ans. Et du coup, on m'avait convié à un événement en tant qu'autrice et je suis partie ensuite, suite à ça, en résidence en Finlande. La Finlande, pour qui j'ai eu un énorme coup de cœur. Hein. Moi, je viens du Sud, donc je suis souvent attirée par tout ce qui est loin de moi, comme vous l'avez un peu compris. J'écris ce qui est loin de moi et je suis attirée par ce qui est loin de moi. Et le rapport des Finlandais au regard, qu'ils portent sur le monde et à la nature. Et la toute-puissance de la nature, mais qui n'est pas violente, qui n'est pas du tout violente, m'impressionnait. Je me souviens d'être arrivée la première fois à Helsinki.
Et je ne sentais pas la mort dans cet environnement. Et je me suis rendu compte déjà que je sentais la mort partout ailleurs, quand je marchais ou que ce soit. Et là, il y avait quelque chose qui était autre. En plus, je suis arrivée la première fois à Helsinki, on était tout près du 21 juin, donc le jour le plus long, quoi, journée sans nuit presque. Et cet éternel soleil et cette lumière était très troublante. Et j'ai effectué ma résidence sur l'île d'Aliotto, donc encore une île, parce que je suis très proche, moi, des îles et des Îliens. Et j'ai passé voilà, un super moment là-bas, dans une résidence avec des auteurs, des artistes, des musiciens, parce que l'île d'Aliotto, c'est une île de musiciens, d'artistes et d'auteurs. Voilà, et j'ai commencé à écrire Je ne chasse pas sur mon territoire en Finlande. On sent toutes les deux que ces lieux que vous avez visités, traversés, dans lesquels vous avez vécu, infus, sont très présents dans chacun de vos textes. Anna, j'ai vraiment été frappé, enfin, c'est sans doute mon tropisme de journaliste, mais dans vos poésies, il y a quelque chose qui relève aussi beaucoup du document, presque du reportage. Il y a une précision dans certains passages. Et en même temps, il y a pas mal de rêverie aussi. On est forcément dans de la poésie. Comment s'actionne votre écriture sur ce que vous vivez? Est-ce que c'est quelque chose que vous emportez avec vous systématiquement, ou bien c'est l'observation, un vécu qui actionne ce besoin d'écriture? Bon, les deux. Mmh. C'est sûr que pour les lieux, hem, par exemple, il y a je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Il y a un poème, en fait, c'est assez drôle, Le Sceau, voilà. Le Oui. Sceau, la 2e partie, donc page 18. En fait, c'était assez drôle parce que là, parfois, j'ai vraiment des flashs où je me dis: «Waouh, il faut écrire ça, c'est trop gros, quoi». Donc là, j'étais retournée en Lituanie après, mon séjour d'1 an là-bas. J'étais avec une copine lituanienne et on sort de la vieille ville et tout d'un coup, on passe les murs. Il y a vraiment un moment où il y a les murs de la vieille ville et on arrive vers la ville nouvelle, enfin, en tout cas la ville vraiment citadine. Et je me souviens là, par exemple, avoir dit à ma pote, mais oh, waouh, mais t'as vu ça, quoi? Oh, genre, je commençais à la saouler en lui disant, mais tu sens ce que je sens, quoi? Elle était là, non, moi, je fais ça tous les jours, chouchou, ça va, quoi. Et je sais, j'ai pris une photo parce que je me suis dit, il faut que je fonctionne pas mal par photo aussi pour réactiver le souvenir et un peu toutes mes impressions. Et là, je me souviens que j'ai su qu'il fallait que j'attrape ce moment-là pour après en faire quelque chose. Après, il y a des choses qui sont beaucoup plus diffuses, ou je dirais que ces poèmes-là descriptifs dont vous parlez, enfin, en tout cas de documents où je décris la ville, le ressenti, Mmh. ce que les bâtiments disent aussi de toutes les époques et de toutes les vies qui s'y sont, qui ont fleuri et qui y sont mortes, quoi. Oui, ça c'est vraiment, en général, je sais déjà au moment où je passe à tel endroit que cet endroit, je devrais en parler après. Il y a trop de c'est trop fort pour ne pas en parler, quoi. Après, pour ce qui est des relations humaines, des poèmes plus, voilà, sur les gens vraiment et mon lien à eux, souvent ça prend plus de temps à décanter, je me dis pas après une folle nuit d'amour: «Ah bah dis donc, il faudrait que j'écrive là-dessus!» Ça se passe pas comme ça, quoi. Là, c'est plus une trame au long cours, je dirais. Mmh. Voilà. C'est vrai que vous parlez des bâtiments, c'est vrai que il y a la résonance de l'histoire, la résonance du passé de ces pays-là est très, très forte. Sur place, c'est très, très fort dans vos textes aussi. Pourquoi ça vous a autant frappé? Qu'est-ce que ça vous raconte à vous? Cette Mais histoire si forte quand vous rencontrez ces pays? en fait, je me pose la question parce que je me dis, bah, bon, moi, je suis parisienne, donc voilà, j'ai vécu. Bah, je me disais, à bout d'un moment, je me disais, oui, mais pourquoi ça me frappe pas tant à Paris, voilà, les bâtiments, ah bah tiens, ça c'est Haussmann, ah bah tiens, ça c'est. Mais en fait, on n'est pas du tout, on n'a pas du tout le même rapport à notre histoire, et je pourrais avancer que, en tout cas à Bruxelles, on a aussi, en tant que citadin de cette ville, un rapport assez distendu à notre histoire, enfin à l'histoire qui nous environne par ces bâtiments. Alors que dans les pays baltes, vraiment, enfin, ils sont sortis de leur asservissement, disons, sous le joug soviétique il y a 30 ans. C'est très, très récent, quoi. Et chaque
surtout, alors ça, c'est pour le coup, c'est à Riga que c'est encore plus fort, parce que chaque époque semble s'être construit en opposition à la précédente. Et ça se sent aussi dans les bâtiments. À Riga, il y a beaucoup d'art déco, donc début du XXe siècle, des bâtisses magnifiques avec hein. Et puis après, boum, l'architecture soviétique qui s'impose avec des lignes absolument, enfin, qui font encore frissonner tellement c'est violent et c'est sinistre, etc. Et puis, il subsiste là-dedans des petites baraques encore en bois. On se dit, mais de quand elles datent, quoi. Et donc, je trouve que les époques, en fait, vous sautent à la figure. J'ai même pas besoin de chercher, quoi. Dans une même rue, il y a des mondes qui s'entrechoquent et qui me frappent beaucoup plus que quand je suis dans ma propre ville ou ma ville d'adoption qui est Bruxelles. Je peux vous garantir que pour un ancien bruxellois comme moi, être à Paris, c'est entrer en résonance avec son histoire. Mais c'est vrai qu'en y vivant, peut-être que c'est moins évident. Paris est une ville qui résonne énormément. Berlin est une ville qui résonne aussi Voilà. énormément. Là Mmh. aussi. Mais c'est plus récent, c'est ça. Je pense que c'est aussi bêtement. Voilà, Paris, c'est une histoire qui est encore, enfin, qui est déjà lointaine, quoi. Là-bas, c'est. Et Berlin, c'est un peu la même chose que dans les Pays-Bas, pour le coup, quoi. Astrid, dans votre roman, on voyage aussi énormément dans des lieux. Alors, on passe de la Finlande à Durbuy, notamment. Dans cette traversée des territoires, cette extraterritorialité, comment vous avez voulu agencer ce récit et les voyages de votre personnage? Qu'est-ce qui vous a frappé? Qu'est-ce qui vous touche en fait dans ce nomadisme qui est le sien? Alors, c'est là peut-être où on va me retrouver, c'est dans le nomadisme qui est le mien aussi. Vous savez, je suis hispaniste de formation, donc j'ai forcément beaucoup de tendresse pour l'Espagne, donc de faire travailler sur une héroïne qui était espagnole, c'était important pour moi. Vous Et avez travaillé, pardon, si je ne m'abuse pas. Vous avez travaillé notamment sur Cervantes. oui, sur la question du genre littéraire au XVIe et XVIIe siècle, et d'ailleurs sur un roman qui m'a un peu inspirée aussi, qui s'appelle Le pèlerin en sa patrie, El peregrino en su patria de Lope de Vega, qu'on connaît pas beaucoup, et c'est quelqu'un qui est aussi un personnage qui est expulsé, c'est une miscellanée, et qui va faire comme ça le tour de l'Espagne pour tenter de se trouver, pour d'autres raisons. Donc effectivement, là, le pèlerinage, hein, enfin au sens premier du terme, la pérégrination était très présente au départ, donc c'est aussi un petit clin d'œil à voilà, ces moments de recherche dans ma jeunesse, parce que je suis une vieille dame maintenant. Et voilà, donc il y avait évidemment donc l'Espagne où elle part, qui est là, qui est importante pour elle, et puis Paris. Paris, sa violence, ses difficultés d'adaptation pour quelqu'un qui vient du Sud, et des rencontres assez cocasses avec des personnages avec qu'elle ne comprend pas et avec lesquels elle essaie de s'adapter. Et Durbuy à un moment donné, puisque je suis fascinée par les petits espaces comme le Mont-Saint-Michel ou Rocamadour, la Perle de l'Adour ou Durbuy, qui est beaucoup trop belle et beaucoup trop propre et beaucoup trop magnifique pour qu'il puisse s'y passer quelque chose d'intéressant. Or, c'est justement à Durbuy que voilà, la plus sombre partie de cette histoire va se révéler. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai une amie qui m'a dit qu'il y avait un film d'ailleurs sur Durbuy qui était sorti dans les années 69, qui s'appelait Le Jambon d'Ardenne, où il y avait justement je vois Donald qui va avec Annie Girardot, et justement qui se sert un peu de ce cadre magnifique, sans aucune anomalie, pour parler d'une histoire sordide. Donc c'est marrant, voilà, il y a une résonance avec ça. On est toujours fasciné par les lieux. Moi, je cherche toujours la fissure et la faille, c'est ce qui m'intéresse. Et donc Durbuy, dans toute sa splendeur, hein, sa beauté, était intéressante à explorer comme ça de façon un peu sombre. Le personnage de votre roman, j'ai presque envie de dire vous en parlant de votre personnage, tellement ça résonne très très fort. C'est un texte vraiment très très fort, mais passe son temps à s'enfermer, s'enclaver, puis se désenclaver. D'abord dans cet atelier qu'elle sous-loue, elle s'occupe d'un volatile plutôt bavard. Et puis, elle s'en va, elle se retrouve dans un endroit où elle s'enclave de nouveau, elle doit se dégager, puis c'est Durbuy,
où après moult pérégrinations et aventures, elle arrive, elle vit une histoire d'amour, quelque part, elle s'intègre dans ce petit village, cet espace quand même assez clos, où tout le monde se connaît, et où l'aventure qu'elle va tenter d'avoir avec un garçon, un jeune garçon, euh, va quelque part aussi la désenclaver, puisque ça va être difficile de maintenir ça au secret. Et le rapport à la prison aussi, donc ces enfermements, désenfermements successifs. Qu'est-ce qu'il raconte pour vous? Alors, la genèse du texte, c'était le choc en janvier 2018, quand une série d'autrices, de réalisatrices, de femmes et de comédiennes, donc Catherine Deneuve, ont publié dans Libération un papier pour prôner le droit à être importuné. Moi, j'ai été, comme beaucoup d'entre nous, extrêmement choquée par ce statement qui était d'une violence inouïe, où il y avait justement un problème de frontière entre les jeux érotiques ou autres qu'on peut imaginer autour de ça, et la réalité de se promener dans la rue et de se faire traiter de tous les noms ou importuner physiquement. Et en fait, j'étais comment dire, j'étais pas dans une combativité par rapport à ça, même si je me suis beaucoup exprimée sur les réseaux sociaux à ce moment-là. J'étais surtout dans une tendresse incroyable pour toutes ces femmes qui ne se rendent pas compte dans quel étau elles vivent et dans quel enfermement elles sont, et qui sont persuadées qu'elles arrivent à se jouer finalement des contraintes et des frontières limitantes qui sont imposées par la société dans laquelle on vit, et qui s'imaginent que sous couvert de séduction, il y a moyen de se débrouiller dans ce monde d'hommes, ou de temps en temps, voilà, il faut un petit peu, je veux dire, faire plaisir. Il y a Anne Sylvestre, dans une de ses chansons, chante très justement, on donne poliment son cul, hein, je veux dire, les choses sont un peu posées comme ça. Et j'avais envie d'écrire un roman qui s'adresserait à toutes ces femmes qui ne se retrouvent pas dans les féminismes. Et donc montrer cette femme, parce que l'héroïne, voilà, c'est son parcours, qui pense qu'elle est, parce que c'est une sorte de guerrière, hein, elle est partie expulsée de l'Espagne pour des raisons particulières, elle pense qu'elle a franchi un cap, et qui finalement, elle continue à jouer et à accepter les règles du jeu qu'on lui impose, en pensant tirer son épingle du jeu, ou son épingle du jeu, tiens, c'est sympa ce lapsus, hein, son épingle et pas son épingle, et qui finalement va se rendre compte, va être coincée, comme la Finlande l'est entre la Norvège, la Russie et la Suède. Elle va être coincée entre trois hommes sur une histoire qui la dépasse, où elle est absolument pas ni actrice ni héroïne, mais tout simplement terrain de chasse, et elle va basculer dans une violence qu'on sent monter très doucement, mais qui est là. Voilà, d'où ces enclavements et ces sortes de délivrance, mais qui n'en sont pas. Voilà, ces respirations, on n'est pas d'un microcosme à un macrocosme, mais on est tout le temps dans l'enfermement. Alors, dans ce roman, effectivement, il y a la question du regard masculin sur les femmes, dans toutes ces questions qui ont été soulevées effectivement depuis ces derniers mois, ces dernières années, sur les violences faites aux femmes, MeToo, c'est ce regard masculin sur les femmes qui est présent partout dans la fiction. Votre roman est un regard essentiellement de femme, il est effectivement important. J'avais envie de rebondir auprès d'Anna sur cette question du regard, parce que on en a discuté effectivement un tout petit peu avant, en préparation de cet entretien, mais j'aimais assez bien l'idée que déployait Anna par rapport à le sens de l'observation et du ressenti chez vous, le rôle qu'a le regard dans votre écriture est visiblement autre. Ben, en fait, je me pose, comme je vous l'ai dit, je me pose pas vraiment, enfin, en fait, je me pose pas du tout. Après, c'est la question ah, voilà, j'apporte un regard féminin. Après, c'est aussi la question, je pense, de la forme littéraire. Le roman, c'est pas la poésie, c'est pas le roman. J'avoue que au risque de paraître tout à fait rétrograde, ça me passe totalement au-dessus. Dans ce que moi j'écris, après, dans ce que je lis, voilà, je peux chercher ceci ou cela, mais c'est vraiment, pour moi, comment dire? L'intérêt ou l'équilibre à trouver, comme je te l'ai dit, Nicolas, c'est plutôt
voilà, si on parle d'un regard féminin et d'un regard sur le désir, sur la sexualité, etc., pour moi, en poésie, il faut un petit peu marcher sur un fil. Et si on tombe à gauche, on tombe dans quelque chose de très lyrique, mais qui devient boursouflé et qui devient et qui n'a plus aucun lien vraiment avec la chose qui est recréée. Ou alors, si on tombe dans quelque chose de très prosaïque, où vraiment on décrit les choses de manière très mécanique, froide, etc. Et à ce moment-là, je vois pas l'intérêt d'écrire. Je préfère faire les choses que les écrire, si c'est pour les écrire comme ça, quoi. Vous Donc, parliez très joliment, pardon, vous parliez très joliment d'exploration par l'écriture. mais oui, mais tout le temps. Et en fait, oui, c'est mettre des mots sur des sensations, mettre des mots sur une émotion qui a surgi et qui vous a renversé. Et quand elle vous a renversé, vous n'avez aucune idée de pourquoi elle vous renversait. Donc, parfois, c'est un peu psychanalytique, quoi. C'est un peu, OK, je m'allonge et j'essaye d'allonger mon âme et de comprendre ce qui se passe là. Et si en plus, j'arrive à faire quelque chose qui va résonner auprès d'autres personnes, bon, bah, c'est génial, quoi. Enfin, à la foire de Bruxelles, j'ai eu une fille qui est venue, qui a justifié totalement mon attente interminable de 1 heure où il se passait absolument rien parce qu'il n'avait pas été annoncé et que, en gros, il fallait juste qu'il y ait des auteurs Gallimard qui défilent. Et cette fille m'a dit: «Ah, et moi, quand j'ai lu ton premier poème, mais tu me parlais à moi, quoi!» Bon, bah, voilà, c'est bon, ça justifie tout, quoi. Donc voilà, si cette exploration peut, moi, me permettre d'avancer un peu plus dans ma connaissance du monde et de moi-même aussi, et qu'en plus elle peut résonner avec d'autres âmes, bah, c'est génial, quoi. Voilà. À titre personnel, enfin, je travaille beaucoup sur le phénomène des séries télé, et c'est vrai que les femmes qui aujourd'hui ont les moyens, notamment financiers, de produire, d'écrire des récits, loin des injonctions qui sont habituellement celles de la télévision, nous offrent un nouveau continent, nous offrent des nouvelles formes d'écriture, des nouvelles formes de sensations. Et moi, personnellement, c'est la sensation que j'ai eue en lisant vos deux textes, dans une liberté totale dans l'écriture, dans la manière d'aborder les sujets. Je suis très reconnaissant parce que il y avait vraiment ces nouveaux territoires. C'est un terme qui décidément revient à traverser les territoires. C'est vraiment le cœur du sujet. Ils sont au cœur de vos titres, mais j'avais vraiment l'impression de traverser des territoires avec lesquels j'avais parfois quelques accointances en tant que lecteur, en tant qu'humain, mais aussi d'apprendre des histoires tout à fait nouvelles. Et c'est pas donné à tous les textes de nous offrir cette possibilité-là. Astrid, sur le regard féminin, sur l'écriture féminine, est-ce que vous aviez envie de rajouter quelque chose? Alors, pendant longtemps, à l'époque où j'étais étudiante, on n'avait pas le droit de le dire qu'il y avait une écriture féminine. C'était un peu, voilà, c'était un peu vulgaire, en fait, en réalité. Aujourd'hui, je trouve ça bien de pouvoir parler de regard féminin, de pouvoir dire pourquoi, ce qui fait notre regard sur le monde. Enfin, après, on toute une somme d'individus, mais est différent sur la façon d'envisager notre environnement. Et dans ce roman d'ailleurs, puisque j'imagine que c'est comme ça que vous voulez introduire votre lecture, j'ai aussi eu à un moment donné envie d'écrire un texte érotique, mais qui avait un sens par rapport à la trame narrative. Puisqu'on était, le personnage est en prison, on le sait très rapidement, et donc évidemment convoquer tous les souvenirs, et surtout les souvenirs de cette histoire très passionnelle et très charnelle qu'elle vit avec un homme plus jeune qu'elle, était important, était intéressant. Et je suis toujours étonnée de la façon dont on peut, parfois dans le roman, séparer tout ce qui est effectivement qui fait partie de la vie et de l'énergie de la vie du littéraire, comme si on n'avait pas le droit de s'en emparer, ou bien on passe dans une autre catégorie. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, moi, je vous l'ai dit, j'ai beaucoup travaillé sur la théorie du genre littéraire et surtout sur le mélange de genres. Ça m'intéresse, le mélange de genres. Et voilà, et les croisements, c'est à partir de là, je pense, que les choses commencent à bouger, en tout cas à se mettre en place. Et à un moment, je me suis dit qu'il était important aussi d'écrire un passage où le point de vue serait forcément uniquement féminin.
voilà, on s'est posé la question avec l'éditeur, est-ce qu'on ne garde pas, est-ce que ça peut, voilà, mais on l'a gardé, voilà, on l'a gardé, on est content. Voilà. Alors, cette question de l'amour, cette question du désir, de la dissolution amoureuse aussi est présente de différentes manières dans votre recueil, Anna, dans votre roman Astrid. Est-ce que l'amour, avec ou sans, le sentiment, avec ou sans, la personne dont on est amoureux, avec ou sans, est-ce que c'est un combustible inévitable dans l'écriture? Est-ce que c'est un tropisme, c'est un point de référence pour vous, Anna, qui est difficile à éviter? Est-ce qu'on peut jouer sans ça? Bah, c'est un carburant bienvenu parce qu'on peut écrire sur d'autres choses et voilà, je le fais. Mais en fait, moi, j'ai plutôt lutté pour pas trop alors c'est là où regard enfin pas regard féminin, mais disons écriture en étant femme, il y a quelque chose qui m'énerve et je pense que c'est aussi lié pas que aux autrices, mais surtout au choix et aux traducteurs. C'est que quand on regarde un peu la poésie, mondiale, Mmh. féminine, moi je Oui. enfin, pour une émission que je fais sur Radio Panique, je m'intéresse à la poésie du monde et très souvent je suis amenée, par exemple, à emprunter ou à acheter des anthologies et alors du coup, on se retrouve vraiment, on voit tout de suite, voilà, les femmes, les hommes et les thèmes, quoi. Et autant les thèmes, qu'abordent les hommes sont variés et ils sont absolument pas, on va les réduire à voilà, à 3 grandes catégories. Autant Ah, les thèmes ou alors les poèmes alors, nous sommes en train de perdre Anna. de choses différentes, beh, très souvent, on a l'impression que, ouais, si tu es une femme et que tu écris de la poésie, tu vas devoir parler d'amour et tu vas devoir, du coup, Mmh. parler des hommes. Mmh. Et du coup, ouais, c'est un peu le truc contraire où j'aurais presque pu en mettre beaucoup plus. Après, je me suis dit: «Non, mais c'est pas que ça, mon expérience de ces 3 années-là». Mmh. Mmh. Donc oui, c'est un combustible très et très bienvenu parce que alors après, je voudrais juste, comment dire? Tordre le cou à une idée reçue parce qu'on me l'a dite je sais pas combien de fois. Le: «Ah mais tu es amoureuse, c'est génial, ça va t'inspirer». Alors, chers amis, quand on est amoureux, on a tout sauf envie d'écrire des poèmes. On a d'autres choses à faire. Donc ça, c'est vraiment un truc, on écrit après quand c'est fini ou alors, quand c'est bien entamé, mais voilà. Je voulais juste le poser ici parce que on me l'a dit tellement, mais des amis me l'ont dit, quoi. Je dis: «Ouais, ouais, il y a ce mec là». «Ah mais c'est génial, tu vas pouvoir écrire!» Non mais j'ai pas besoin de ça pour écrire chouchou, hein. On est Voilà. trop occupé à vivre pour en écrire? Bah, il y a ce truc aussi, oui, j'avoue que enfin, en tout cas de mon côté, l'écriture, elle vient aussi enfin le besoin d'écrire vient aussi d'un besoin de contrebalancer Mmh. la médiocrité et la petitesse d'une vie quotidienne, assez assez assez, ouais, qui mine, quoi et donc c'est souvent un réflexe de vie, en fait, l'écriture pour moi. C'est de me dire: «Non mais attends, ça peut pas être ça ma vie. Si c'est que ça, c'est bon, quoi». Donc je Vous me lui suis pardon. non, non, mais allez-y. Non, je trouve que vous lui donnez énormément de relief à ce quotidien, à cette médiocrité du quotidien. Dans vos textes, vous lui donnez énormément de relief. Bah, alors celui-là, c'est pas le pire, hein, parce que c'était le quotidien loin de chez moi, donc il a forcément un intérêt, ethnographique ou voilà, de compréhension de l'être humain. Là, quand je parlais du quotidien, je parle plutôt actuellement. Là, c'est un peu moins exotique, quoi. Je pensais plutôt à Là, ça. vous en ce moment, vous écrivez? Dans cette Oui, mais période-ci? du coup, j'écris pas sur la Belgique et j'écris pas sur cette période. OK. Ouais. Non, vraiment, ça serait double peine, quoi. Encore une extraction, quoi. Vous extrayez du moment. Oui, c'est ça, oui. Alors, j'avais, envie, là, il est 9h moins quart, j'avais envie de on s'était posé la question de l'opportunité de lire. Alors moi, j'avais très envie que Astrid et Anna lisent un extrait chacune du texte de l'autre. Alors je ne sais pas qui veut commencer, si Astrid commence, Anna commence. On dira pile ou face, comme vous préférez. Allez, pile passe. Bah, je commence? Oui, alors peut-être expliquer le choix et puis dire 2-3 mots, Mais ensuite? ça, c'est Astrid qui dit. D'accord, Chacun dit pour soi et puis après, c'est l'autre qui dit. très bien.
le choix de ce passage parce que c'est un passage en train, dans un environnement que la narratrice pense reconnaître et qui vient se superposer au paysage de Hongrie. Donc, parce qu'elle retrouve à chaque fois qu'elle migre, qu'elle s'expatrie, qu'elle fuit, elle va retrouver les sédiments de ce qu'elle a laissé derrière. Et voilà. Donc, Anna, je te laisse y aller. Et donc, ça va si je parle comme ça, vous m'entendez toujours bien là? Parce que quand je lis, j'ai besoin qu'on m'entende encore mieux que d'habitude. C'est parfait. Le trajet en train de Helsinki à Oulu, ville la plus proche de l'île de Ailioto, dure plus de 8 heures. Je dors un peu, un sommeil agité par les événements récents, dont je ne mesure pas encore à ce moment toute l'ampleur. Rien n'est bon dans ce sommeil, même pas le repos musculaire, traversé par des soubresauts électriques, qui tendent brusquement mon corps, parfois jusqu'à la douleur. C'est la chorégraphie de la peur que je connais bien. Celle que connaissent toutes les femmes qui vivent ou ont vécu seules et dont le corps est toujours au combat. J'ai froid, j'ai chaud. À un moment, je pleure. Sous l'effet d'une décharge plus violente que les autres, j'ouvre les yeux et je crois délirer. Je vois le plateau de Saint-Hubert dans toute la complexité et l'hostilité de sa roche végétale, son humidité, son sol qui se déforme, ondule, se meut sous le réseau liquide et inextricable de végétaux cannibales, engloutit et emprisonne. Os, feuilles, matière, je frissonne. La Finlande est une immense tourbière. Je l'avais presque oublié. Au fur et à mesure que je m'éloigne de ce que j'ai laissé derrière moi sans oser le dénoncer, et que pour m'en protéger, je construis des murailles d'air, d'eau, de terre et de roches entre moi et les faits, la tourbière est là, qui me suit, et se colle à mes pas. Partout où je passe, elle laisse des traces noires et compactes, organiques. Je me cramponne à mon livre, L'usage du monde. Je cherche des explications, des signes qui m'assureraient que ce qui n'est pas encore le passé va bientôt sécher sous le vent, se décoller de mes pieds et tomber par mottes dans les champs. Merci. Merci Anna. À toi du coup de me dire pourquoi tu as choisi ce poème que je vais lire. Mais en fait, je me suis dit que pour t'avoir entendu et pour avoir entendu tes récits, c'était quelque chose qui pouvait aussi parler de ton expérience et parler de l'expérience de beaucoup de gens en fait, parce que c'est un poème qui se rapporte à un moment où je suis arrivée en Estonie, donc après la Lituanie, et où les gens m'interrogeaient, et ce qu'on fait nous-mêmes aussi, quand on interroge quelqu'un qui vient d'arriver dans son pays, donc dans notre pays, et où on s'imagine toujours de manière très narcissique que c'est un choix voulu, parce que notre pays est tellement incroyable que cette personne n'a pu que rêver d'arriver là. Et c'est rarement le cas. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai écrit ce texte. Donc ce texte qui s'intitule Noces. Tu viens de t'installer, déjà il t'interroge. Que pensais-tu de lui avant? Tu n'oses pas répondre, je connaissais à peine son existence. Mais tu es là. C'est donc que tu le désirais. Ils attendent tes compliments. Alors, de mauvaise grâce, tu loues en choisissant mal. Dans ta hâte, l'objet de tes éloges. Tu joues pour conjurer l'appréhension, ils sont satisfaits. Ils ne conçoivent pas que tu viennes dans leur pays chercher autre chose que lui. Merci toutes les deux. C'est formidable aussi de voir, en vous entendant, je ne sais pas comment les personnes qui nous écoutent le ressentent, mais la richesse de la scansion dans chacun de vos textes. On parle de scansion en poésie, mais on peut aussi en parler en écriture romanesque. La langue, la richesse de la langue et le rythme de cette langue que vous utilisez toutes les deux.
c'est très présent. Ce sont chaque fois, bon, la poésie est forcément très rythmée, le roman est aussi très rythmé. Avant pour clôturer, peut-être raconter votre rapport à la langue française en quelques mots. Anna et Astrid, écrire en français, exprimer les choses en français, ça représente quoi pour vous? Ça représente une grande jalousie envers la langue anglaise qui a, qui a une telle musicalité, notamment pour le poème, que Ouais. je me dis, ah, si je marche un peu avec des grosses godasses, quand même, ce serait plus facile si j'avais ces chaussures tout terrain qu'est la langue anglaise. Et donc, lutter contre parfois cette lourdeur, même tout bêtement, la longueur des mots, hein, c'est bête, mais voilà. Ouais. Et tenter de mettre du rythme et de la musicalité partout dans le vers et pas faire une fixette sur la rime, comme s'il y avait qu'à la rime qu'il pouvait y avoir de la musicalité, il y en a partout. Et donc voilà, pour moi, le poème, c'est vraiment comment dire, la formule du diamant, quoi, que j'essaye d'atteindre sans y arriver, mais c'est une égale musicalité rythmique et un sens. Mmh. Parfois, voilà, il y a des poèmes qui sont beaucoup plus musicaux et je me laisse entraîner et c'est amusant. Mais si on arrive à ces 3 choses portées à incandescence, alors waouh, c'est le Graal. Astrid. Moi, le français, c'est quand même un grand malentendu parce que je l'ai appris à Bruxelles. C'était la première expatriation de mes parents. Donc, j'ai débarqué ici à 1 an et demi, à l'âge où tu commences à apprendre à parler. Et donc, je l'ai parlé comme on le parle à Bruxelles, pour après repartir un petit peu sur Paris, mais tout de suite sur l'Espagne, où il a été confronté au français de mes copines du lycée français de Madrid, où il y avait 80% des élèves qui étaient espagnols. Donc évidemment qu'ils parlaient absolument couramment, mais avec leur tonicité à elles, parce que l'espagnol est une langue tonique, ce qui n'est pas le cas du français. Donc c'était toujours un français qui était très personnel, finalement très personnalisé. Puis après, je suis partie l'emmener à Hong Kong, où j'étais dans une école française internationale, où il y avait des gens de toutes les nationalités, qui parfois venaient d'autres pays. Donc, le fait, il y a des écoles françaises un peu partout dans le monde, donc le fait de suivre une scolarité française, ça permettait d'avoir un fil conducteur, mais qui arrivait avec leur accent, leurs expressions et autres. Donc, c'est une langue qui, en fait, est ma langue à moi, mais qui n'est pas la langue française telle qu'on l'entend habituellement. Et je crois que dans mes textes, on entend beaucoup la tonicité de l'espagnol, puisqu'après, c'est une carrière que j'ai embrassée, parce que j'ai une passion pour l'Espagne. Et il y a quelque chose de tonique et de chantant. Et quand tu disais qu'effectivement, on retrouvait aussi, même dans la prose, la poésie, moi, je conçois le texte de poésie et de prose, j'en vois pas forcément vraiment les frontières en réalité. Donc c'est comme ça que voilà, le sens, il s'incarne aussi dans la forme que va prendre le texte. Et pour moi, c'est important de creuser là-dedans beaucoup, beaucoup. Anna, Astrid, merci infiniment de nous avoir consacré ce temps-là. Je vais céder, merci à tous et toutes pour votre attention aussi. Je vais céder la parole à Donald Georges qui va nous expliquer la suite. Merci Nicolas d'avoir mis en valeur de si belles personnes et de si belles écritures. Anna, Astrid, merci beaucoup d'être présente à la Maison de la Francité d'une manière ou d'une autre. Et on est vraiment très honoré de vous avoir accueilli ce soir. Ce n'est pas encore tout à fait terminé. Ce que je propose maintenant à chacun d'entre nous, eh bien, c'est d'enfin déballer le menu qui vous a été livré cet après-midi, de lancer les premières bouchées. On va vous distraire quelques minutes avec des images pour ceux qui sont déjà venus à nos dîners littéraires qui vous rappelleront les bons moments en présentiel, comme on dit maintenant. On reprendra la conversation d'ici 7-8 minutes et vous pouvez, à votre guise, poser des questions via la chat pour ceux qui savent utiliser Zoom. Sinon, après notre petit entracte, vous pourrez le faire à l'ancienne, à la dure, en levant la main devant la caméra et Nicolas eh bien, vous donnera alors la parole pour
permettre à Anna ou à Astrid de répondre. Donc, nous reprendrons notre séance de dîner littéraire d'ici 7-8 minutes maximum. Je vous souhaite un excellent appétit. Et puis après, pour la deuxième partie, si on continue toujours à manger, c'est pas grave. Ça fera de bons moments vidéo et peut-être un PQ à la fin de l'année prochaine. Comme à la maison, moi j'aime Bruxelles, les soirées sont belles. Comme à la maison, moi j'ai plein d'idées, viens les partager. Comme à la maison, moi j'aime parler, viens te dévoiler. Comme à la maison, moi j'aime écouter, viens nous rencontrer. Il y a des soirs où tous ensemble se retrouver prend tout son sens, pour trouver tout ce qui nous rassemble et dire les mots tout en nuances. La maison de la francité, on y parle fraternité. Comme à la maison, moi j'aime les livres, lis le bateau ivre. Comme à la maison, moi j'aime me livrer, viens à nos dîners. Comme à la maison, moi j'aime la lecture en de l'envergure. Comme à la maison, moi j'aime les débats, viens envole-toi. Il y a des soirs où tous ensemble se retrouver prend tout son sens, pour trouver tout ce qui nous rassemble et dire les mots tout en nuances. La maison de la francité, on y parle fraternité. Comme à la maison, moi je veux slammer, viens te réchauffer. Comme à la maison, moi je veux créer, viens aux ateliers. Comme à la maison, moi je veux danser la vie, l'amitié. Comme à la maison, moi je veux chanter la fraternité. Il y a des soirs où tous ensemble se retrouver prend tout son sens, pour trouver tout ce qui nous rassemble et dire les mots tout en nuances. La maison de la francité, on y parle fraternité. La maison de la francité, on y parle fraternité. La maison de la francité. Et voilà, je vous retrouve tous et nous pouvons commencer cette deuxième partie. Je ne sais pas, Nicolas, si tu as eu le temps de regarder quelques questions que tu as repérées. Je tiens d'ores et déjà à vous dire que parmi vous, certains nous ont demandé de leur apporter les livres ou un des deux livres en même temps que le repas. Les livres sont encore disponibles pour ceux qui désiraient les acquérir. Il suffit de nous envoyer un courriel et nous ferons suivre auprès des éditeurs de nos deux autrices préférées de ce soir. N'hésitez pas, il faut soutenir nos auteurs, nos éditeurs, il faut soutenir le livre et c'est toujours un tellement chouette cadeau qu'on peut s'offrir entre nous pour les fêtes. Donc n'hésitez pas, vous avez notre adresse email puisque nous sommes contactés à plusieurs reprises dans le cadre de l'organisation de ce dîner littéraire. Vraiment, nous ferons suivre les choses avec beaucoup de rapidité.
Bruxelles. Henri Landroy, alias Elisabeth, demande la parole. Oui. Demande à William de libérer son micro. Henri, je crois que tu peux parler à présent. Oui, ce qui me frappe dans ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est quelque chose que l'on constate d'ailleurs dans toutes les interviews que l'on peut faire des écrivains et des écrivaines, c'est que certains écrivains et écrivaines sont vraiment sûrs d'eux ou d'elles et qu'ils savent où ils vont, ils foncent, etc. Ils savent expliquer leur travail, etc. Et je crois que ces deux autrices en font partie. Et d'autres nagent perpétuellement, pas perpétuellement, mais enfin plus souvent, dans le doute que dans l'affirmation à propos de leur propre travail. Donc, ils sont même étonnés parfois de l'interprétation que donnent les critiques professionnels des orientations de leur œuvre, parce que ce n'était pas ce qu'ils avaient pensé, ils n'avaient pas voulu ça. C'est une lecture que le critique fait vis-à-vis de ces personnes. Donc, moi-même, je ne suis pas un grand écrivain, mais j'écris un petit peu de temps en temps, et je ne sais pas toujours expliquer pourquoi j'ai écrit ça. C'est-à-dire, c'est venu comme ça, sous ma plume, ou plutôt sur le clavier, sans que vraiment je ne domine totalement l'affaire. Et après, je ne parviens pas toujours à interpréter. Et je ne vais pas trouver le psychanalyste que je ne consulte jamais pour lui demander une interprétation de mon travail. Donc, voilà. Voilà, la question est posée. Je ne sais pas si c'est leur cas, si elles ont parfois des doutes, parce qu'ici, l'impression qu'elles m'ont donnée, mais ce n'est pas une critique fondamentale, mais l'impression de la discussion qu'on a eue jusqu'à présent, c'est qu'elles savent ce qu'elles font, elles savent où elles vont, elles sont sûres d'elles. Astrid, Anna. Alors, ça, j'ai envie de dire que c'est à partir de, sur ce travail de cette œuvre, il y avait vraiment un projet très défini et qui permet aussi de voir ce qui a été publié avant par rapport à là où je suis arrivée aujourd'hui. Donc peut-être qu'il donnait cette impression d'explication, puisque plus on écrit en fait, plus les œuvres viennent s'ajouter pour moi et se superposer les unes sur les autres et donnent du sens à ce qui a été écrit avant. Et c'est vrai que Je ne chasse pas sur mon territoire est venu donner du sens aussi à ce qui avait été écrit avant. Tout n'a pas été publié, loin de là, mais les quelques petites publications qu'il y a eu avant ont pris un nouveau sens. Après, le doute, écrire, c'est douter tous les jours, c'est faire des propositions de monde nouveau à chaque fois, c'est se renouveler sans cesse. Donc le doute, il est intrinsèque à l'écriture, puisque déjà, c'est un travail d'artisanat. On travaille un texte, on le retravaille. Le travail de réécriture, quand on l'a achevé, il est presque aussi important peut-être que le travail d'écriture en lui-même. Et il se fait déjà en accompagnement avec un éditeur qui est le premier lecteur et qui est exigeant et qui demande aussi effectivement que les choses soient réécrites. Donc je crois que quand on arrive au travail final, c'est qu'on a trouvé un langage qui convient à soi-même. On s'est pas perdu à ce moment-là et qui a un sens aussi pour la personne qui va vous publier, parce qu'on rentre dans une ligne éditoriale et on s'achemine sur son territoire. D'où c'est l'œuvre aboutie, c'est un travail de longue haleine. Il a été écrit entre août 2018 et finalisé en juin 2019, réécriture comprise. Et puis après, il y a plus d'un an après la publication. Donc c'est vrai qu'on a tendance, je crois aussi déjà, parce qu'il fait partie du passé. Nicolas demandait tout à l'heure à Anna si elle écrivait. On est toujours en train d'écrire, je crois, quand on est auteur. Moi, je suis en train déjà de travailler sur un autre long, parce qu'il y a les petits qui sont là au milieu. Et du coup, on a ce regard, effectivement, de superposition, de couches qui viennent se superposer. Et Anna, oui, vas-y. Non, je veux savoir, j'allais faire une transition, si c'est un exercice d'expliquer, de décrire
ce que vous écrivez? Je pense que l'impression d'assurance, elle vient aussi que, punaise, on en a traversé des étapes pour arriver à ça, quoi. Et donc, quand on écrit, bien sûr que le doute est là. Moi, j'ai des brouillons pour témoigner enfin, je m'insulte moi-même sur mes brouillons, je rature, je dis à chier, voilà, une vulgarité que j'avais promis de pas faire. Enfin, on doute en permanence. Après, ce qui me donne de l'assurance, c'est l'architecture générale du recueil. Donc, quand je sens que j'arrive à quelque chose qui tient la route et que les derniers mois de l'écriture ne sont plus que, en fait, je fais souvent cette analogie parce que, en tout cas, pour la poésie, elle me semble, pour le recueil de poésie, elle me semble pertinente. Que quand on écrit au début, c'est comme on sort les pièces d'un puzzle. Voilà, sans avoir l'image du puzzle final. Et on met les pièces, on essaye d'assembler, nanana, et puis à un moment, on commence à avoir une image suffisamment claire pour même savoir que, ah ben tiens, là, il manque un peu. Moi, j'ai même écrit des poèmes qui sont sans doute vraiment pas les mieux du recueil, mais qui me semblaient devoir être là parce que ils participaient de l'ensemble. Et je savais, en arrivant vers la fin, où chaque chose, voilà, j'avais cette image. Mais pendant très longtemps, on chemine dans le brouillard le plus complet. Il nous sort parfois des choses, comme vous dites, voilà, qu'on écrit des choses, on sait pas trop ce que c'est. Après, il y a toujours dans la réflexion, disons, macroscopique sur le recueil. Oui, ce truc-là, ça m'est sorti, c'est chouette, mais est-ce que ça fait sens avec tout l'ensemble? Et donc, voilà ce que j'ai à dire. Merci à toutes les deux. Alors, Charlotte, il y a 2 questions sur le chat. Je me permets une incise en provenance du chat. Charlotte Wilgos demande, est-ce que Anna et Astrid se connaissent? Est-ce que vous vous connaissiez? Est-ce que vous vous connaissez? Nous nous rencontrâmes le 1er décembre 2020 à la maison de la Principauté. Absolument. À l'occasion de cet événement. Et je dois dire que Ronnie, qui n'est pas ici, qui nous avait demandé, qui avait au départ imaginé cet événement, il avait quand même, je trouve, je ne sais pas ce que tu en penses, Anna, mais eu une incroyable intuition de la résonance de nos deux univers dans des écritures, toi en prose, moi en prose et toi en poésie, mais tu sais ce que je pense de la frontière entre la prose et la poésie. Elle est très ténue, donc je trouve, moi je me suis beaucoup retrouvée dans le fil des traversées d'Anna, dans cette façon qu'elle avait, on en avait parlé avec Nicolas et Anna, de regarder justement le quotidien, le regard sur le quotidien pour, à un moment donné, on a l'impression que c'est le moment où elles se sont le plus vivantes sur des petits détails et que tout le sel de la vie, toute l'écume de la vie ressort à ce moment-là. Et c'est quelque chose que j'expérimente aussi beaucoup et que j'essaie de faire ressortir dans tout ce que j'écris. Et là aussi, il y a des moments comme ça qui étaient des moments qui faisaient écho dans Je ne chasse pas à ce que je lisais d'Anna dans son recueil de poèmes. Donc j'étais très touchée de ce sentiment aussi d'être hors de soi. Nicolas parlait d'extraction, mais voilà, d'être à l'extérieur, en exil de soi-même. C'est quelque chose que j'ai vraiment retrouvé dans l'écriture d'Anna. Une question encore par écrit, 2 questions par écrit, une pour Astrid, question posée par Fiona Graham. Vous avez parlé, Astrid, d'une période de travail en prison. Qu'est-ce qui vous a amené à vous engager de cette manière et des expériences vous ont-elles marqué? Alors là, on plonge dans le polar, en fait, en réalité. Donc, je vais essayer de la faire courte, mais c'est vraiment, c'est un peu complexe. J'ai enseigné en Corse, dans une prison à Borgo. J'ai des origines corse et pour un tas de raisons, je connaissais le directeur du centre d'éducation de la prison qui avait en charge d'enseigner un groupe de grands criminels organisés corse qui avait demandé pour se moquer du ministère des cours d'espagnol et
d'agriculture pour ne pas perdre la main parce qu'ils avaient été arrêtés dans le cadre d'un trafic de drogue. Or, souvent en Corse, il y a 3 figures très importantes qui réveillent la libido de certaines et c'est vraiment, et on le regrette, hein, et on lutte contre ça. Mais il y a un peu la figure du grand bandit qui voilà, exacerbe parfois les sens, vous voyez ce que je veux dire. Et lui savait que j'y étais absolument insensible et que ça m'intéresserait en tant qu'expérience. Et en fait, l'expérience a été très particulière parce qu'en réalité, en Corse, tout le monde se connaît. C'est une petite île de 330 000 habitants. Et moi, par ma famille, il y a eu effectivement, à un moment donné, vous savez qu'il y a eu des guerres intestines et des guerres entre nationalistes où les gens se sont tués entre eux, etc. Et donc, il y avait donc comme ça une personne qui avait été assassinée dans ma famille. Et en fait, comme à un moment donné, le nationalisme et le grand banditisme étaient très liés, quand je suis arrivée face à ces détenus, en réalité, ils savaient très bien qui j'étais, ils m'ont accueillie comme quelqu'un de la famille presque, hein, donc c'était quand même très, très particulier. Et du coup, l'expérience que j'en ai tirée, c'est que on n'a jamais fait d'espagnol, j'ai essayé de faire de la culture beaucoup, j'ai fait lire à certains à la conquête de l'Amérique de Tsedan Todorov, ça n'a servi à rien vu effectivement. Bref, c'était à la fois fascinant et passionnant, mais c'était pas du tout l'aventure que j'imaginais, puisque c'était une catégorie quelque part de détenus qui avaient une certaine culture, qui avaient des moyens, c'était pas des indigents. Mais j'ai découvert le monde de la prison, ça m'a appris beaucoup sur le monde de la prison, et évidemment ce monde de la prison-là faisait résonance avec le monde de la prison en Finlande, puisqu'en Finlande, la Finlande est le pays où il y a le plus grand taux de prisons ouvertes d'Europe, et c'est peut-être une expérience à laquelle on devrait penser ici dans nos pays un petit peu plus au sud. Je sais que la Belgique, elle est engagée sur 2 très beaux projets comme ça. Et moi, ce qui m'étonne, c'est qu'en France, il n'y a que 2-3 centres, et en fait, ce sont que des centres qui accueillent des détenus masculins et pas féminins. Or, le taux de récidive chez les femmes et chez les hommes, il est beaucoup plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Donc, on pourrait peut-être commencer déjà par proposer des prisons ouvertes aux femmes plutôt qu'aux hommes. Mais voilà. Donc, c'est très succinct parce que sinon, ça prendrait 10h30 parce que c'est très romanesque. Ce que j'ai vécu comme expérience pourrait faire l'objet d'un livre. Mais ce que j'en ai, moi, vraiment sorti, c'est la fascination que j'avais pour la façon dont il racontait des histoires. C'était exceptionnel. Merci. Alors, une question de Anna à Anna. Mais non. Il y a une Anna ici. Je me disais, c'est bizarre, je ne me suis pas posé de questions. Non, il y a une question de Anna qui vous demande, Anna, si vous avez appris une langue balte et surtout dans quelle langue vous communiquiez là-bas. Alors, je n'ai pas appris au sens où je serais capable de m'exprimer. La Lituanie, je savais que je restais 1 an, donc ce que j'ai fait, c'est que comme je parlais russe, donc j'ai très vite compris que parler russe, c'était pas très bien vécu par les gens, et voilà, c'était tout à fait, c'était la langue de l'oppresseur passé, donc voilà, c'était compréhensible. Après, je m'arrangeais aussi pour aller à Vilnius, à Vilnius, il y a quand même une assez grande communauté russophone, donc qui sont lituaniens mais qui sont russophones. Enfin, c'est marrant parce qu'en Lituanie, ils font une différence entre citoyenneté et nationalité. Donc, ils étaient citoyens lituaniens, mais de nationalité russe. Et donc là, je m'arrangeais, par exemple, pour aller dans des supermarchés dont j'ai assez vite compris qu'ils étaient majoritairement fréquentés par des beaufs russes, ce qui me convenait tout à fait. Et j'avais aussi développé une technique qui consistait à regarder le prénom de la vendeuse qui est marqué sur sa poitrine. Et donc, si c'était une Marina ou une Anya ou une Tatiana, je savais que j'étais en territoire connu et que je pouvais m'exprimer en russe sans choquer la personne parce qu'elle était elle-même de langue maternelle russe. Et en fait, Vilnius, c'est quand même une capitale. Les jeunes sont très, très anglophones. Donc, voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, je commence un peu à m'y intéresser beaucoup plus sérieusement parce qu'il y a certains de mes poèmes qui ont été traduits en lituanien. Et même si ce n'est pas du tout une langue slave, il y a des fonctionnements communs avec certaines langues slaves. Donc... Et l'estonien, j'ai essayé, j'ai lamentablement échoué parce que c'est une langue extrêmement complexe avec 14 déclinaisons différentes, 14 cas différents. Et les Estoniens ont une manière très, très étrange par rapport à leur propre langue, qui est de ne pas du tout vous encourager
et au contraire de dire oh, tu vas apprendre l'estonien, mais c'est super compliqué, tu vas jamais y arriver. Donc là, merci les gars, ça me fait plaisir, je vais continuer à parler anglais. Et comme je travaillais toujours en français, après, voilà, c'était pas, je pouvais me débrouiller pour me faufiler comme ça et ne pas trop souffrir du fait que je comprenais quasiment rien à ce qui se disait autour de moi. Merci. Olivier Vandera, je pense à une question pour rebondir sur cette idée de la langue. Ouais, oui, tout à fait. C'est à la fois c'est question-remarque. Je crois que c'est Anna qui a parlé de ça, qui a dit oui, mais nous avec notre langue française par rapport à l'anglais, nous sommes un peu les parents pauvres parce qu'il y a la musicalité, la rapidité d'expression, le condensé de la langue, etc. Mais moi, j'ai envie de réagir à ça en disant, est-ce que par hasard, est-ce que dans l'idée de la poésie et de la pratique de la poésie, est-ce que c'est pas, est-ce qu'on n'est pas face, quelle que soit la langue, à l'idée de jouer avec l'idéation, celle qu'on nous a appris, dans laquelle on nous a conditionné par notre éducation littéraire ou autre, enfin voilà, l'apprentissage du langage, etc. Est-ce que la poésie, ce n'est pas justement échapper à cette idéation forcée, quelle que soit la langue pratiquée? Et deuxième remarque, question, est-ce qu'il n'y a pas une musicalité particulière à chaque langue? Et est-ce que se considérer comme un parent pauvre, le français, parce qu'on est soi-disant plat, est-ce que ça n'est pas vu par quelqu'un d'autre, vu par des gens du reste du monde, est-ce que c'est pas comment dire, c'est une idée qu'on se fait, quoi? Est-ce que c'est pas un petit peu se martyriser alors que les Anglais doivent reconnaître aux francophones une musicalité particulière qui leur échappe peut-être et qui fait que c'est exotique pour eux. Voilà, c'est un petit peu ça mes deux remarques. Bah oui, je suis tout à fait d'accord. J'aime bien faire un petit peu un masochiste, hein. Mais oui, certainement que pour la deuxième remarque, voilà, chaque langue. Moi, ce que je disais par rapport à l'anglais, c'était, je me souviens, j'avais lu The Ballad of Reading Gaol de Oscar Wilde, et en fait, chaque mot était dans cette ballade, donc il raconte qu'il a été enfermé, etc., dans cette prison, et chaque mot était un monosyllabe. J'étais là, pif, paf, pouf, pouf, pouf. Ouais, c'était incroyable. Mais après, évidemment que le français recèle d'une musicalité et d'une variété de sonorités que, voilà, je m'amuse à dire ça, mais c'est vrai que je suis très contente d'écrire en français et pour la première question, moi, là, c'est plutôt quand j'écris, j'essaie surtout de lutter contre les facilités de penser. Donc, par exemple, j'ai une détestation, enfin, parfois je me laisse avoir, mais profonde des expressions toutes faites, quoi. Où en fait ça me vient et après je me dis: «Ah non, là c'est la matrice qui parle, enfin c'est la matrice du langage qui parle, c'est pas moi quoi», je sais pas, un truc, comme, mettons l'expression couper les cheveux en 4 et cetera. Donc ça c'est quelque chose, contre lequel j'essaie de lutter quand j'écris. Dès qu'il y a une image un peu trop simple et un peu trop déjà construite qui s'impose à moi, je me dis: «Mais non, faut que j'essaye de résister». Voici. Oui, dis? Non, moi, je voulais juste me permettre une remarque par rapport à la question d'Olivier et lui dire quand même que ta jalousie vis-à-vis de la langue anglaise est tout à fait mal placée parce que celui qui a le plaisir de lire ton livre va découvrir une musicalité extraordinaire. C'est vraiment un chant poétique et qui bat à plat de couture, pour prendre une expression issue de ma matrice, de la et bat à plat de couture la musicalité de la langue française. C'est vraiment un très beau livre de poésie qui est très musical et qui fait voyager. Donc, je pense que sa jalousie n'a pas de raison d'être. Je te remercie. Ma jalousie doit être un moteur. Je sais toujours, la rage ou la jalousie, je me dis, bon, si elle est là, il faut essayer d'en faire quelque chose. Voilà. Merci Olivier. Une question en rapport avec justement la connaissance de deux langues. Donc vous avez, Anna, évoqué votre expérience d'enseignement du français en langue étrangère.
La question de David Leclerc, c'est est-ce que le contact avec des locuteurs étrangers apprenant le français a-t-il inspiré vos poèmes, votre écriture? J'avais de moi de glisser une deuxième question personnelle. Est-ce qu'il vous arrive de rêver, de penser en russe? J'imagine que oui, mais d'écrire aussi en russe. Et à quel moment est-ce qu'il y a des choses qui sont pour le russe, d'autres pour le français? Mais peut-être d'abord la question de David Leclerc sur l'apprentissage du français et son influence ou la porosité avec votre écriture. Mais ça, c'est quelque chose que je veux faire. Bonjour David, que je connais. Que je veux faire, mais que j'ai pas encore réussi à amener à un résultat convenable. C'est très difficile, je trouve. Bah là, pour le coup, on est vraiment limité dans les lettres et les phonèmes du français. Donc, pour rendre un accent, par exemple, ou ça tombe très vite, sans qu'on le veuille, dans la caricature. Et voilà, c'est pas ce que je veux. Donc, ça, j'ai tout un pan d'un classeur où c'est voilà, des anecdotes, à la fois des choses dont le récit me semblerait amusant, d'échanges avec des gens qui apprennent le français et ils voient quelque chose d'autre dedans. Et donc, c'est génial, mais c'est presque trop génial. C'est assez intimidant pour se lancer là-dedans. J'ai eu pareil. Enfin, je veux juste dire un truc parce que c'était tellement drôle. Parfois, en fait, donc dans les erreurs que les gens peuvent faire en employant tel ou tel mot ou telle expression, c'est un monde en soi, quoi. Donc, à un moment, j'ai suivi un cours d'une collègue d'intégration. Et au lieu de parler du compromis à la belge, quelqu'un a dit « Ah oui, 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 le comprimé à la belge ». Et ça, par exemple, c'est incroyable. Et tout ce qu'on peut faire avec ça, parce que oui, le comprimé, bah oui, c'est le médicament qu'on prend et puis pour essayer de faire passer les symptômes. Enfin, c'est le coffre-fort, quoi. Et donc, j'ai ces choses-là dans un petit classeur griffonné, mais j'avoue que pour l'instant, j'ai pas réussi à gravir cette montagne. Mais ça viendra, j'espère. Astrid, par rapport à l'espagnol, d'expérience? J'ai fait aussi en espagnol, mais j'ai pas été jusqu'à tenter d'être publiée en espagnol. Donc, depuis mes années d'UNIF, en fait, voilà, j'ai toujours écrit. C'est important, je lis beaucoup en espagnol, forcément, puisque je lis des auteurs hispaniques dans le texte. Et je parle pas des mêmes choses quand j'écris en espagnol qu'en français, curieusement. Donc, j'aborde pas et le monde de la même façon. Et les choses de la même façon, en sachant que voilà, la façon, c'est même pas que la musicalité, c'est aussi la syntaxe. Elle provoque, ou en tout cas, elle traduise aussi une façon de penser. Dans Je ne chasse pas sur mon territoire, à un moment donné, j'en parle un petit peu, puisque l'autrice parle de ces langues qui, comme l'allemand, vont renvoyer le verbe à la fin de la phrase pour le mettre effectivement devant. Il y a le gérondif, l'anglais effectivement, qui avec tous ces gérondifs est dans l'action. Et puis il y a ce finlandais où il n'y a pas de futur. Le finnois, il n'y a pas de futur. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'on vit le moment présent. Et en finlandais, ce moment présent, c'est le sisu, c'est la force du moment présent. Et il y a, voilà, la narratrice s'interroge justement sur ces différentes langues à l'intérieur de Je ne chasse pas. Si je peux me permettre, nous sommes toujours, même en Zoom, c'est quand même incroyable, soumis aux règles du couvre-feu. Et Astrid nous a fait le plaisir de venir faire cette réunion Zoom à partir de la Maison de la Francité. On a 3 personnes aussi de l'équipe technique qui est présente à la Maison de la Francité et nous devons tous regagner nos pénates. Et donc, on essaiera de faire mieux la prochaine fois, soit de demander que le couvre-feu ne soit pas établi pour nous lors de notre dîner littéraire, soit de commencer peut-être le prochain dîner littéraire plus tôt. Il y a une chose que je ne savais pas comment faire pour essayer de retrouver les habitudes, les traditions propres à la Maison de la Francité et à ces dîners littéraires. C'est le moment chéri, souvent par ceux qui y participent, de la dédicace des livres. Et je viens de penser
à l'idée de proposer à Anna et Astrid de se lancer dans un nouveau genre littéraire qui serait celui de la dédicace volante. La dédicace à distance. Les personnes qui ont acquis le livre et que l'on a livré là cet après-midi, tant d'Astrid qu'Anna se feront un plaisir, pour ceux qui le demandent, d'envoyer une petite dédicace volante, soit sur un marque-page, soit sur… Ah non, j'ai dit magnifique papier japonais, j'en ai assez pour Astrid et pour moi. Une jolie petite carte que vous pourrez glisser entre les pages de votre livre. Ceux qui désirent acquérir un livre, bien, il sera dédicacé directement dedans. Et il suffit de nous le demander, nous ferons passer le message à Anna et à Astrid. Mais voici venu le temps de devoir vous quitter. Je pense que l'expérience est concluante. Je serais curieux que vous me fassiez part de vos remarques, qu'elles soient positives ou négatives, parce que nous sommes vraiment motivés à améliorer la formule pour qu'elle devienne vraiment un moment de retrouvailles précieux dans les prochains mois. Nous comptons en organiser encore en janvier et sûrement dans les semaines qui suivront. Faites-nous part de vos remarques. Nous ne sommes absolument pas susceptibles et nous sommes ouverts à toute forme de critique. Les critiques positives sont évidemment toujours les bienvenues. En tout cas, je vous remercie tous et à très bientôt, j'espère. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et nous allons tout doucement fermer les fenêtres de cette réunion. À très bientôt. Au revoir, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir. Salut Astrid, à la prochaine. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Au revoir Donald, merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Nicolas. Merci. Maison de la Francité.